Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs, ceux qui choisissent de donner des sous à l'émission pour qu'elle existe. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Mathieu Riffaut, Pierre N. CLS, Sandrine Henry, Thomas Canaple, Fidèle Castor et Olivier Maury. Merci à vous tous et à tous ceux qui vont sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets, tout ce dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe dans le monde incroyable et passionnant de la tech qui touche, il faut le dire, à peu près tous les domaines de la société aujourd'hui. Je suis Patrick Béja. Et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Vendée qui nous rejoint. Alors tu me dis depuis une chambre d'hôtel, c'est ouais, ça ? Tout à fait. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Effectivement, c'est le début des vacances et je navigue un peu comme tout le monde en vacances et je suis dans un hôtel. Mais j'ai une 4G irréprochable, je pense. Mais oui, c'est les merveilles de l'évolution technologique. On peut même faire un podcast en 4G. C'est oui. Incroyable. Tu sais que je me souviens d'une époque pas si lointaine où quand on faisait un podcast avec quelqu'un, on leur disait alors il faut un ordinateur, que tu sois connecté en filaire, que tu sois machin. Aujourd'hui, un téléphone en 4G avec un kit main libre, ça suffit pour faire une émission. C'est magique. Ouais, il y a pas si longtemps que ça, hein, effectivement, la 3G c'était rédhibitoire, le Wi-Fi c'était acceptable, l'Ethernet indispensable, bon, ça a bien évolué. Oui, c'est vrai. Maintenant, pour faire un podcast, c'est encore plus facile qu'avant. Il suffit d'avoir quelques téléphones et bon, quelqu'un qui enregistre quand même, comme c'est mon cas avec Skype en l'occurrence. Hein. Skype qui ne meurt jamais, malgré les plaintes de différentes personnes. Skype reste la façon la plus simple de mettre tout ça ensemble. C'est comme la démocratie, c'est pas parfait, mais on n'a pas trouvé mieux. Quoi. Exactement. Et à propos de démocratie, on la voit en action c'est cette semaine dans les news tech, avec notamment ce qui se passe avec Android et Google, qui a été obligé de changer certaines pratiques en raison de l'amende et de la plainte de l'Union européenne, comme quoi les gouvernements ont encore un petit peu de pouvoir sur ces immenses sociétés qui font bouger des milliards de personnes avec leur puissance quasiment incontrôlée. On voit qu'elle n'est pas totalement incontrôlée. On va vous parler aussi du Huawei P20 qui est... c'est le Mate 20 Pro qui est un petit peu le téléphone idéal ou peut-être pas. Il y a des nouveautés du côté de chez Amazon. Une histoire de Uber, enfin plusieurs histoires de Uber et de cette ubérisation du travail qu'on va couvrir aussi, avec plusieurs petites histoires qui ont été réunies et quelques autres trucs comme ça. Mais on va commencer donc avec les suites de l'amende de l'Union européenne envers Google pour ses pratiques critiquables avec Android. Et on en avait parlé il y a quelques mois déjà, ou quelques semaines. Et là, donc, on a la deuxième étape, on va dire, la réaction de Google. Pour ceux qui s'en souviennent pas, en fait, c'est l'Union européenne qui a émis une amende historique, plusieurs milliards d'euros. Je crois que c'était 3,5 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'était le chiffre, effectivement. Pour des 3,4 ou 3,5 pour des pratiques anticompétitives de Google dans le marché Android. Comme pour mémoire, les choses qui leur étaient reprochées, il y avait deux éléments principaux. D'une part, le fait qu'ils n'autorisaient pas les utilisateurs ou les fabricants de téléphones Android à utiliser leur App Store sans aussi intégrer l'ensemble de leurs applications. Alors, il y avait un package d'une quinzaine d'applications qui incluait YouTube, Chrome, etc., et Google Maps et tous ces marchés un petit peu parallèles qui sont pas exactement directement liés au téléphone, même si bien sûr on s'attend à ce qu'un téléphone ait ce type d'outil inclus quand on l'achète. Et l'autre aspect, c'était que Google obligeait les constructeurs qui utilisaient Android officiel de Google à ne pas faire de téléphone qui utilisait Android sans les versions Googleifiées d'Android, parce qu'on le sait, Android est un logiciel, un service, un système d'exploitation libre, et il y a la version
pure d'Android qui est en open source, et il y a la version avec les services de Google qui est l'Android de Google. Évidemment, Android est une initiative de Google, donc tout ça se mélange un tout petit peu, mais il n'empêche, quand les constructeurs fabriquaient des téléphones qui utilisaient le système d'exploitation d'Android, ils avaient deux choix. Soit ils utilisaient les services de Google et à ce moment, tous leurs téléphones devaient avoir les services de Google, soit ils ne les utilisaient pas et à ce moment, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Alors, on ne va pas refaire ce débat-là, il y a beaucoup de choses à dire, mais on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réaction de Google à cette plainte de l'Union européenne. Et ils réagissent. Alors, comment le décrire ? Je ne sais pas, Guillaume, si toi, tu as eu la même réaction que moi. Ça m'a fait penser à Microsoft dans les années peut-être 90-2000, début 2000, c'était Windows 7. Non, pas Windows 7, je sais même plus, mais oui, c'était avant. C'était avec les problèmes... en partie avec Internet Explorer et puis en partie avec Windows Media Player, où l'Union européenne reprochait à Microsoft d'inclure un petit peu de la même manière des services qui étaient connexes au système d'exploitation, mais qui mangeaient la concurrence dans ces autres domaines, le marché des systèmes d'exploitation et le marché des navigateurs Internet. Alors, comment a réagi Google ? Eh bien, ils ont dit « Ok, très bien, si on n'a pas le droit d'inclure tous nos services ou de forcer les constructeurs à inclure tous nos services s'ils veulent utiliser l'App Store étant évidemment, enfin le Google Play Store étant évidemment un service clé du marché Android, puisqu'il réunit toutes les applications qu'on va afficher ou installer ensuite. Eh bien, si on ne peut pas obliger tout le monde à tous les mettre ensemble, eh bien c'est très simple, on va les faire payer pour les applications Google supplémentaires qu'ils vont installer. Ça veut dire que en fait, les constructeurs ont aujourd'hui deux choix. Soit ils incluent l'App Store et toutes les applications Google, le package de toutes ces applications, et à ce moment, c'est gratuit, tout va bien. Soit ils incluent les applications au cas par cas, en choisissant celles qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas installer, et ils peuvent en mettre d'autres concurrentes, bien sûr, pour les remplacer, on va dire. Ce qu'ils pouvaient déjà faire avant, mais il fallait qu'il y ait les deux. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils payent une somme qui va en fonction de la taille de l'écran, le pays dans lequel ils opèrent, une somme qui va entre 2,5$ et $40 au maximum, dans le cas le plus cher. Première réaction comme ça à froid ou à chaud, plutôt Guillaume, qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Google ? Est-ce que c'est un coup bas ? Est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Pour être complet, il faut qu'on rajoute aussi la troisième option, je crois, qui est aussi nouvelle dans le cadre de la proposition de Google, c'est de permettre aux constructeurs de faire d'un côté des smartphones qui ont tout cet écosystème Google, mais aussi de proposer d'autres smartphones dans leur gamme qui sont exempts complètement de Google. Je crois que c'est la troisième alternative, si tu listais les deux plus probables, c'est qu'avant, il n'y avait pas la possibilité pour un constructeur, c'était un peu complexe, mais de proposer des smartphones d'un côté complètement Google et de l'autre côté exempt de cet écosystème Google. Désormais, ils peuvent le faire. Donc ça aussi, c'est une possibilité qui est offerte. Alors effectivement, ça c'était en réponse à la deuxième partie de la plainte de l'Union européenne que j'évoquais tout à l'heure. Et maintenant, ils ont confirmé. Alors ils disaient oui, non, on le fait pas tout à fait comme ça, mais bon, maintenant ils ont confirmé. Ils ont dit noir sur blanc, les constructeurs peuvent faire les deux, à la fois des téléphones Android Google et des téléphones Android autre chose. C'était à cause de cette interdiction, d'ailleurs, on l'imagine, que des constructeurs comme Amazon, mais il y en a eu d'autres, avait choisi de ne pas faire de téléphone avec les applications Google parce que Amazon voulait ses propres applications. On se souvient des téléphones Fire Phone qui ont d'ailleurs pas très bien marché, peut-être en raison du fait qu'ils n'avaient pas les services Google. Mais oui, pour cette possibilité, ils ont aussi dit « Ok, c'est bon, vous pouvez y aller ». Dans le cas de l'Europe, hein, bien sûr. Dans d'autres pays, les choses restent un petit peu plus restreintes. Mais pour moi, c'est deux problèmes un petit peu différents qui ont été traités. Oui, c'est vrai, je rattache les deux dans le cadre de
de leur retour. Mais pour répondre à ta question, en tout cas, alors sur le plan moral, finalement, on se dit c'est plutôt pas mal parce que d'un point de vue légal, je pense que le consommateur préfère toujours être dans un environnement où on lui permet de ne pas être contraint à avoir un choix. Et c'est vrai que quand on regarde les choses à chaud, finalement, à l'époque Windows, qui te mettait d'office Internet Explorer avec tout l'écosystème qu'on reprochait à l'époque, finalement, je crois que d'un point de vue moral et individuel, quand on est un petit peu technophile, on trouve ça très bien qu'on puisse évoluer par rapport à ça. Et je pense que les propositions de Google, du coup, vont dans ce sens-là. Le problème, c'est que finalement, est-ce que ça risque pas d'offrir un parc de choix technologiques encore plus complexe? Parce que finalement, on est quand même arrivé à un moment où quand on échange, je ne sais pas si tu échanges souvent avec des personnes autour de toi qui ne sont pas forcément technophiles, ou si c'est le cas des gens qui écoutent le rendez-vous tech, j'imagine que oui, bien entendu. Moi, le retour que j'ai de plus en plus souvent, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lance un nouveau smartphone, est-ce que tu peux m'aider à le configurer? Même des personnes qui ne sont pas forcément, tu vois, des personnes... même des personnes qui sont plutôt bien formées de manière générale dans le cadre de leur travail, ont toujours cette petite difficulté à devoir lancer des applications telles que Google Docs, etc., pour utiliser les applications et les services Google. Et je pense que déjà au départ c'est compliqué et ça risque au final de peut-être pas faciliter les choses pour les gens. Ça c'est vraiment d'un point de vue purement usage. Et moi j'ai le sentiment que ça va pas forcément aller dans le bon sens, même si déjà au départ c'est pas forcément évident. Il y a toujours un équilibre à trouver entre l'expérience utilisateur hyper limpide, hyper simple, et en même temps satisfaire effectivement des enjeux sur le plan légal et auprès de sociétés telles que Google pour ne pas obliger les gens à l'insu de leur plein gré à consommer des services qu'ils ne voudraient pas, quoi. C'est vrai c'est vrai que ça va pas faciliter les choses quand on a moins d'intégration. Là, pour parler concrètement, au lieu d'avoir un compte Google sur lequel vous vous connectez sur votre téléphone, vous risquez d'avoir différents services qui vont être inclus dans votre téléphone quand vous l'achetez, différents services totalement indépendants. Ce qui, finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est même, j'aurais tendance à dire, c'est l'intention de l'Union européenne. C'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, en particulier des médias américains, qui, je crois, ne comprennent pas le but de cette démarche de l'Union européenne, parce que, et je dis des médias américains, mais c'est pas que, il y a aussi des médias européens qui disent « Ah ben oui, mais du coup, les téléphones vont coûter plus cher. » C'est vrai que, 2 €, ça se sent pas forcément, mais 40, ça commence à jouer sur certains téléphones de grande taille ou un petit peu plus haut de gamme, ou même milieu de gamme. Et donc, il risque d'y avoir des téléphones avec les services Google et d'autres sans les services Google, et ceux sans les services Google vont être plus chers. De cette manière, on peut encore faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec Microsoft au moment de la décision sur Windows, avec ou sans le Windows Media Player. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une version sans Windows Media Player, qui était la version N, qui était vendue en Europe. C'était Windows N, et elle était au même prix que la version avec Windows Media Player. Donc évidemment, c'était un moyen de se conformer avec les demandes de l'Union européenne, mais un petit peu, on va pas dire que c'est un coup bas, mais c'était un moyen de s'y conformer en la contournant en même temps. Et c'est vrai que là, on aurait peut-être tendance à se dire, c'est un petit peu la même chose, c'est Android version N qui va faire augmenter le prix des smartphones, donc qui va vouloir mettre fabriquer un téléphone plus cher sans les services Google. En même temps, l'argument de Google, qui, il faut le rappeler, est toujours en train de contester la décision de l'Union européenne. Donc, il y a toujours un recours qui est en cours. Donc, c'est peut-être pas une décision définitive, mais en attendant, ils s'y conforment. Et ce qu'ils disent, qui est pas complètement incohérent, c'est, écoutez, nous on fait de l'argent avec ces téléphones, on fournit tous ces services, et on fait de l'argent avec la publicité, avec les données qu'on peut récupérer. Donc si on ne peut pas avoir tous les services qui nous permettent de monétiser notre travail dans le domaine d'Android, on va demander aux gens de payer, ce qui est logique. Et en même temps, même si les téléphones deviennent plus chers, ça veut dire que ça remet finalement un petit peu de concurrence sur ce marché. Les constructeurs vont devoir choisir entre les services Google et d'autres. Peut-être que d'autres seront moins chers que ces 2 à 40 $ dont on parle ici. Peut-être qu'ils seront, on ne sait pas s'ils seront plus performants ou Dieu sait quoi. Mais on peut penser à DuckDuckGo ou à Quant qui sont des moteurs de recherche
qui n'utilisent pas les données des utilisateurs, qui pourront proposer des solutions et qui vont dire ah bah pas de problème, nous on vous fait un package moins cher que ce que vous propose Google. Donc est-ce qu'en fait tout ne va pas dans le sens que veut l'Union européenne, y compris le fait que ces téléphones soient un petit peu plus chers peut-être? C'est ça finalement le problème, c'est qu'ils sont moins chers parce qu'on paye différemment et on n'a pas vraiment le choix de payer avec de l'argent plutôt qu'avec de la pub. Bien sûr. Je crois que de toute façon, là aussi pour répondre un peu à ta question sur la réaction qu'on peut avoir par rapport à ça et ce qu'on peut penser de la décision de Google, c'est qu'il y a un message qui passe dans cette proposition commerciale de la part de Google, c'est de dire ok, on peut se conformer évidemment à des contraintes légales que vous souhaitez et en même temps, il y aura des impacts et on va vous expliquer notre modèle économique qu'on vous a déjà pourtant bien expliqué qui est basé sur la publicité. Vous semblez ne pas l'avoir compris, et ben on va vous le montrer de manière plus détaillée, quitte à ce que ça impacte le consommateur au final pour qu'il soit amené à payer plus cher le smartphone. Alors, ce que je comprenais pas du coup, moi, pourquoi j'avais besoin d'éclairage, c'est aujourd'hui un constructeur qui va continuer à proposer la suite Google avec le Play Store et avec Chrome, en gros avec la totalité des propositions de Google, ne va pas finalement payer plus cher qu'avant, il va payer la même chose. Bah, il va payer, oui, la même chose, c'est-à-dire rien du tout. S'il inclut tous les services sont gratuits. Ouais, tout à fait. Et c'est, j'imagine, le cas de l'immense majorité des constructeurs. Enfin, non, c'est pas vrai, pas l'immense majorité des constructeurs, mais la plupart des constructeurs qui ont pignon sur rue pour la commercialisation des smartphones aujourd'hui. Et j'imagine qu'au final, Google, de cette manière-là, répond directement à l'Union européenne en disant « Ok, on se met en conformité, voilà les impacts que ça peut avoir ». Mais dans les faits, vous voyez, ça va pas changer grand-chose, quoi. C'est possible, et c'est en ce sens qu'on a un petit peu une sorte de coup de Trafalgar comparable à celui de Windows N, qui est « Ah, vous voulez qu'on fasse ça ? Bah ok, très bien, on va le faire. » Mais en fait, ils le font sans le faire. Alors, un petit peu moins peut-être que pour Windows N, parce qu'il y a quand même une option qui est disponible, mais c'est vrai que surtout sur un marché comme le marché des téléphones Android, qui est hyper concurrentiel et où l'immense majorité des téléphones est vendue, on va pas dire sur le prix, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il y a une telle concurrence de fabrication que le prix finit par jouer beaucoup. Là, on n'est pas certain que ça va avoir un énorme impact, parce que la plupart d'entre eux vont se dire « Oh bah, je vais pas rajouter sur mon téléphone, en plus la mode est aux grands écrans, plus l'écran est grand, plus c'est cher, donc je vais pas rajouter 30 € à mon téléphone quand il est à 400 et du coup il doit passer de j'en sais rien moi, je donne des chiffres au hasard, mais 399 il doit passer à 429. Là, ça devient compliqué. Ou alors, est-ce qu'ils se bouffent la marge eux-mêmes ? C'est compliqué aussi parce que sur les téléphones Android, les marges sont minuscules. Là où les marges jouent moins, c'est sur les téléphones très haut de gamme, les Samsung Galaxy qui sont déjà assez divorcés de l'image Google Android et d'autres de ce type-là, qui finalement représentent une assez petite partie du marché. Donc, j'avoue que je ne sais pas très bien quoi en penser. Est-ce que c'est un sale coup de la part de Google ? Ou est-ce que c'est la manière normale de réagir à une telle décision ? Peut-être un petit peu des deux à la fois, et en même temps, ça crée plus de concurrence. Donc, je sais pas, je suis pas, mon opinion est pas complètement arrêtée sur tout ça. Moi non plus, mais enfin, ce que je retiens en tout cas, c'est que j'ai le sentiment que c'est une réponse qui est la plus cohérente possible avec leur position de rejeter le jugement et de vouloir continuer à discuter sur le plan légal. C'est-à-dire que oui, ok, en attendant, on va arrêter les frais et puis on va faire en sorte de se conformer et en même temps, on va vous démontrer que notre position est la plus viable. Sur le prix, par contre, moi, il y a quand même un truc, c'est que, bon, d'une part, les constructeurs peuvent être encore amenés à absorber cette différence pour que les prix ne soient pas trop impactés. Malgré tout, c'est une vraie réflexion. Alors peut-être une réflexion de riches qui achètent des smartphones très chers hein, que je peux faire, mais j'ai le sentiment que au-delà d'un certain prix, on ne fait plus trop la différence dans l'achat d'un smartphone sur le prix, justement. Tu vois, tu donnais l'exemple de 399, 429. C'est vrai que c'est pas négligeable. 30 €, c'est pas neutre. Et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, un consommateur va refuser de prendre tel smartphone plutôt qu'un autre parce qu'il coûte 429 au lieu de 399? Moi, ma position aujourd'hui, c'est de dire qu'au-delà de smartphones, qui sont d'ailleurs très corrects pour certains usages, d'une gamme de prix de 150 € ou même en dessous, bah finalement, oui, les gens regardent au
au prix. Au-delà, une différence de 20 ou 30 euros, si jamais les promesses en termes d'usage répondent à leurs attentes, j'ai pas le sentiment que ça va vraiment influencer les consommateurs dans leurs décisions. Mais vraiment, c'est une vision très personnelle. Non, mais c'est sûr qu'elle fait partie, qu'elle représente une partie du marché. C'est vrai d'ailleurs, on l'a constaté, à chaque fois que les prix ont été plus hauts, les gens qui voulaient les téléphones très haut de gamme, alors là on parle effectivement du très haut de gamme, c'est peut-être un petit peu différent, mais les téléphones très haut de gamme, on se rend compte que souvent ce sont les téléphones les plus chers qui se vendent beaucoup, encore qu'il y a des bémols à mettre à cette réflexion, notamment avec l'histoire de l'iPhone 10S et 10S Max, c'est le Max très cher qui s'est beaucoup vendu, mais c'est vrai que ceux qui attendent peut-être le 10R qui du coup est le téléphone moins cher, donc ça biaise un petit peu l'analyse, mais il n'empêche, c'est vrai que ça peut aussi jouer, mais du coup peut-être que ça va redynamiser au moins un peu le marché de la concurrence, et à vrai dire peut-être que c'est ça la conclusion finale de ce sujet spécifique, c'est que ok, ça va pas changer l'ensemble du marché. Google continue à avoir un avantage. Certains vont choisir le package gratuit en quelque sorte qui inclut toutes les applications, mais certains vont aussi faire un autre choix et certains vont peut-être avoir des applications d'une autre société, et donc ça remet au moins une part de concurrence dans ce marché. Donc au final, il me semble que ça n'est pas une mauvaise décision, au moins ça donne le choix aux constructeurs, aux consommateurs, dans une certaine mesure. Donc forcément, ça peut pas... Au pire, c'est neutre. Au mieux, oui, c'est un peu positif, quoi. Je crois que d'épisodes du rendez-vous tech en épisode, d'ailleurs même quand on suit la tech au sens large, je crois que c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, c'est ce besoin d'équilibre entre les sociétés privées et les États et les dispositifs légaux qui sont mis en place pour les consommateurs. L'équilibre des deux est toujours sain, et là encore, c'est une étape en plus dans cet équilibre qui vient d'être franchi, et c'est pas plus mal. Tiens, un dernier point aussi, il y a l'Union européenne qui s'est reprononcée sur le sujet en disant grosso modo qu'ils n'étaient pas obligés, Google, de faire ces modifications-là au niveau de la facturation, et que c'était grosso modo leur propre décision et que personne les a forcés à faire payer des services. Et évidemment, mais j'ai l'impression que ça continue un petit peu dans ce dialogue à la fois à mi-chemin entre l'environnement du consommateur, les prix et puis l'environnement légal. L'équilibre continue à se forger petit à petit. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui me plaît, en tout cas dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte que les gouvernements peuvent avoir un impact sur ces sociétés, et d'autant plus, je pense, quand ils agissent ensemble. Parce que c'est vrai qu'un seul pays a peut-être un petit peu moins de poids. La France, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, sont des gros pays, ne serait-ce qu'en taille de marché. Et donc peut-être qu'ils ont un petit peu plus de poids, mais c'est vrai que dans l'Union européenne, il n'y a pas que ces pays-là. Et donc, réunis ensemble, et même dans le cas de la France et des autres grands pays, des grosses forces économiques de l'Union, quand l'Union européenne décide quelque chose, c'est quand même d'une part plus simple à négocier avec les grosses sociétés, et d'autre part, ça a plus d'impact. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. C'est sûr, c'est sûr. Parlons un petit peu d'Uber, et puis pas que d'Uber, mais de plusieurs sociétés ubérifiques, un petit peu comme Uber, mais une petite note, tiens, sur Uber eux-mêmes. C'est intéressant de voir qu'ils sont aujourd'hui, ils ont une valeur boursière, l'estimation de leur entrée en bourse qui pourrait arriver, selon certaines rumeurs, assez vite, c'est-à-dire début 2019, leur valeur boursière serait de 120 milliards de dollars. Ça serait la valeur qu'ils chercheraient, en tout cas, leur entrée en bourse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette valeur est le double de celle qui était estimée il y a quelques mois seulement. Et c'est donc une augmentation, évidemment, un doublement de la valeur boursière est hyper important. Et c'est intéressant parce que, d'une part, je pense qu'on peut l'attribuer à l'arrivée du nouveau président, qui a un petit peu nettoyé qui est en train de nettoyer l'image et surtout le fonctionnement d'Uber dans une certaine mesure. C'est une preuve que parfois les
les présidents ou les fondateurs disrupteurs ne sont pas forcément les meilleurs pour amener la société à une sorte d'âge adulte où ils sont un petit peu plus sages et un petit peu plus... j'ai pas envie de dire juste... C'est pas juste une question de bankable, mais il y a une période pour la disruption et puis il y a une période pour l'établissement d'une société sérieuse. Et on a l'impression que vraiment, dans ce cas précis, on est dans cette période et il fallait un nouveau président pour les amener là. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que cette valeur estimée possible proposée par Uber au moment de son entrée en bourse, on pourrait se dire ah mais enfin Uber c'est quand même que des taxis, mais c'est pas que leur business d'aujourd'hui qui est mis dans la balance pour cette estimation de valeur. On parle vraiment de ce qu'ils pourraient faire à l'avenir pour les transports. Évidemment, on parle de transport autonome sans conducteur, parce que les humains sont ce qui coûte le plus cher dans le business d'Uber, sans conducteur, mais on parle aussi de les petits scooters électriques qu'on voit partout maintenant à Paris et ailleurs, ils ont donc une société, ils ont racheté, je sais plus laquelle c'était, mais c'est l'une des sociétés leaders dans ce domaine. C'est pas Lyft, c'est peut-être Lyft. Non, Lyft, c'est une société oui, c'est un concurrent. Je sais plus. Bref. Et ce qui est intéressant, c'est une autre rumeur qui dit que Uber serait en train d'étudier la possibilité de s'insérer dans le marché, en quelque sorte, le marché de l'intérim. C'est une utilisation de leur base de données de travailleurs pour des événements et des événements d'entreprise, ce genre de choses, qui serait peut-être un début de diversification au-delà du transport, simplement pour proposer ce type de travail et ce type d'app, en fait, de fonctionnalité de désintermédiation pour autre chose que les transports. C'est une direction qui me paraît intéressante. Alors, c'est pas du tout confirmé, mais c'est une direction qui pourrait être cohérente avec leur type de business aujourd'hui. Est-ce que tu penses que effectivement Uber a un avenir radieux dans ces domaines et dans cette diversification, ou est-ce qu'on commence est-ce que c'est un enthousiasme usurpé envers eux? J'en ai fichtre aucune idée. Ce qu'on peut, enfin, c'est difficile de se projeter parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Uber, moi, je me sentais très intelligent le jour où j'ai compris que ça se résumait pas à mettre en face d'une demande de personnes qui voulaient être véhiculées, des personnes qui justement étaient munies d'un véhicule. Je schématise évidemment beaucoup, mais en gros cette ubérisation, désolé de l'utilisation du terme, mais du taxi, du métier de taxi grosso modo. Et j'avais compris, je me sentais très intelligent, que ça se limitait pas à ça, mais que la vision d'Uber c'était de réinventer la mobilité, notamment dans les grands centres urbains. Et donc, voilà, je m'étais dit, c'est ça leur vraie vision d'entreprise, c'est la différence entre une vision et une stratégie. Voilà, c'était un petit peu la manière dont on pouvait faire l'analogie pour Uber. Et en fait, je pense que c'est extrêmement réducteur de dire que Uber, sa vision à long terme, c'est de réinventer la mobilité, parce qu'ils ont un savoir-faire désormais, alors pas forcément, qui n'a pas forcément remporté la satisfaction totale de la part de tout le monde, et notamment de la part des États, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même un sacré savoir-faire pour la mise en relation de personnes en fonction justement de l'offre et de la demande humaine. Et quoi de mieux que de mettre en relation les gens sur le plan du travail, quoi. Alors, je ne sais pas si effectivement c'est quelque chose qui va vraiment arriver, je ne sais pas dans quelle mesure ça va prendre de l'importance, mais finalement Uber c'est encore plus que réinventer la mobilité dans les centres urbains, c'est probablement ça plus le rapprochement des compétences et des savoir-faire des hommes et des femmes des différents centres urbains. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a ce savoir-faire qu'ils ont mis en place. Moi qui pensais que c'était un truc dont ils voulaient se débarrasser, c'est-à-dire à terme vouloir proposer des véhicules autonomes pour tout le monde et se passer des humains, finalement il y a ce savoir-faire qu'ils ont acquis et qu'ils vont peut-être mettre en œuvre. Alors là, aujourd'hui pour les métiers, mais qu'est-ce que ça pourrait être pour demain finalement ? C'est hyper intéressant, je trouve.
C'est une très bonne question. Je suis très curieux de voir s'ils vont réussir à se diversifier de cette manière. Je pense que il est aussi possible que ça soit une décision pour pallier aux besoins à court terme de la société et qu'à long terme leur vision soit plus dans le domaine de du transport et du transport sans être humain, du transport autonome. Ou alors c'est Jump, le nom de leur scooter. Donc de tout type de transport urbain. Ça pose aussi bien sûr la question de la nature légale de ce travail. Alors ça a été le problème avec Uber et le Uber classique avec les transports, parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui ne travaillent que pour Uber. Alors sont-ils des employés mais ou pas? Et du coup, s'ils sont des employés, est-ce que Uber devrait inclure dans leur salaire en quelque sorte toutes les protections sociales dont bénéficient les employés ailleurs? C'est pas des contracteurs. Et donc le type de travail est différent. En même temps, ces employés entre guillemets n'ont pas d'obligation vraiment envers Uber. Si Uber est le seul employeur dans ce domaine, ça change la donne. Mais les personnes qui travaillent pour eux peuvent aussi aller travailler pour n'importe qui d'autre. Donc, à mon avis, il est compliqué de dire qu'ils sont des employés d'Uber, mais en même temps, ils sont pas non plus des contracteurs indépendants. Donc peut-être qu'il faudrait que les autorités s'intéressent à un statut un petit peu différent de ce type de travailleurs, et pour qu'ils bénéficient aussi des protections sociales qui sont nécessaires à la sérénité du travail, et parce que il est possible que ça continue à s'étendre. Peut-être qu'il faudrait inclure dans ce type de statut au moins une partie, si ce n'est toutes les protections sociales dont bénéficient les employés. Peut-être pas toutes, parce qu'effectivement ils ont plus de liberté, mais c'est quelque chose qui va devoir être étudié, je pense, dans les années à venir par les autorités compétentes. D'autant plus qu'on l'a vu, il y a d'autres domaines dans lesquels la question se pose aussi. Les livreurs de Deliveroo, alors ils sont pas nombreux, mais ils sont mis en grève sur la place de la République, quelques dizaines sur les milliers de livreurs qui travaillent pour Deliveroo, mais il n'empêche, les conditions de travail se dégradent chez Deliveroo et puis ils n'ont pas de protection sociale ou d'accord en commun avec la société qui les emploie, donc ça complique les choses et ça complique leur situation. On a vu aussi, c'est toi qui voulais le mentionner, l'histoire de journalistes qui ont été un petit peu laissés sur le carreau au moment où Facebook a poussé la vidéo en fait, et a poussé la vidéo pour les journaux et les magazines en ligne en disant voilà c'est l'avenir, venez faire ça chez nous. Est-ce que tu peux nous détailler cette conséquence aussi de l'ubérisation du journalisme finalement? Ouais, quelque part, je trouve que c'est effectivement lié. Alors ça tombe juste, parce qu'il y a une nouvelle plainte qui arrive, mais grosso modo, les faits, c'est que il y a, je crois, il y a de ça 2 ans, on voyait bien Facebook qui tenait de plus en plus la position auprès des entreprises de dire c'est l'âge d'or de la vidéo, prenez le virage de la vidéo, vous allez être en retard si vous faites pas de la vidéo. Et même on a vu certains acteurs qui carrément abandonnaient leur site web pour passer à de la vidéo sur les réseaux sociaux de manière très massive. Et il y a eu effectivement à cette époque-là pas mal de mouvements de la part de journalistes qui ont été finalement plus ou moins mis sur le carreau sur certains aspects, parce qu'il n'était pas possible qu'ils réinventent leur métier en prenant autant en compte la vidéo. Et de plus en plus, il y a eu ce mouvement-là auprès de plein d'acteurs. Sauf que, patatras, on a très vite compris que la manière dont Facebook calculait ses vidéos était vraisemblablement abusive, puisqu'il considérait qu'on voyait une vidéo quand on en avait vu les 3 premières secondes. Ce que vous consonnerez avec moi, qui est peut-être un petit peu hâtif. Et donc, effectivement, les chiffres étaient gonflés de la part de Facebook de montrer le nombre de vidéos qui étaient vues par les gens. Et évidemment, ces entreprises se sont rendues compte derrière que la promesse de Facebook, cet ami Facebook qui nous annonçait comment on devait faire notre métier demain, était peut-être un petit peu exagérée, et que les résultats n'étaient pas à la hauteur. Et ça se voyait évidemment dans le cadre de médias sur des contenus d'actualité, mais aussi
aussi évidemment d'actualité sportive. Et ce virage qu'ils ont pris, s'ils l'ont pris, s'est révélé assez désastreux finalement. Il a fallu du coup pour ces entreprises-là réembaucher d'autres journalistes et se reséparer des personnes qu'ils avaient recrutées pour la vidéo, qui étaient embauchées spécifiquement pour ça. Donc ce double mouvement de la part des entreprises. Aujourd'hui, beaucoup l'imputent évidemment à Facebook pour les positions qu'ils ont tenues et en mentant, selon eux, sur les chiffres de consultation de vidéos. A priori, d'après la plainte, Facebook aurait exagéré le nombre de vidéos vues de au moins 100%. Donc en gros, ils auraient facilement doublé le nombre de vidéos, mais ils vont jusqu'à 900% d'exagération de la part de Facebook. Donc ça montre, à mon avis, à quel point, d'une part, il y a ces métiers qui dépendent beaucoup de la tech, mais peut-être aussi à quel point on devrait tous, autant qu'on est, prendre avec beaucoup de pincettes ce que nous dit notre ami Facebook sur les tendances et sur les usages, pour ne pas peut-être prendre au pied de la lettre ce qu'ils nous disent dans le cadre d'organisation d'entreprise. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué en fait, parce qu'on est constamment dans cet univers où la tech est en train de tout révolutionner et il faut absolument se mettre à la dernière technologie en vogue, parce que sinon on va être laissé sur le carreau. Et c'est facile de dire, ah bah oui, non mais attends, on va pas écouter tout ce que nous disent les apologistes de la tech parce que ils s'excitent pour rien. C'est facile de dire ça, parce qu'en même temps, ou pour parler de Facebook spécifiquement, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on peut très facilement être laissé sur le carreau si on prend pas le virage au bon moment. C'est arrivé à Dieu sait combien d'industries. La presse a d'énormes difficultés. Peut-être qu'elle commence à se stabiliser un peu, mais en tout cas, elle a dû prendre des virages très tard qui ont été très douloureux et qui le sont encore. Donc c'est pas, enfin c'est vraiment un push and pull et un rock and a hard place, comme on dit en anglais. On est vraiment dans une situation. Alors c'est pas tout à fait la question de l'ubérisation de l'économie, encore que je pense que certains de ces journalistes étaient des pigistes à qui ont demandé de faire 14 vidéos mimes par jour. Oui, c'est ça. Pour une paye peut-être moins importante que s'ils avaient été employés de l'organe de presse, mais c'est pas facile, quoi, parce que quelle est la bonne décision, comment prendre la bonne décision si le fait de prendre la mauvaise peut te condamner à la ruine dans les 2 ans qui suivent. C'est vraiment pas évident. Alors moi, j'ai toujours pensé qu'il était très important de maîtriser sa plateforme et que d'être à la merci de Facebook ou Twitter ou même Google, même si c'est compliqué avec Google parce qu'ils sont tellement omniprésents, mais d'être à la merci d'une plateforme, en tout cas, se séparer complètement de sa plateforme et ne faire mettre ses vidéos que sur Facebook ou que sur Twitter ou peut-être même, sur YouTube, c'est encore un petit peu compliqué parce que ça coûte très cher d'héberger ses propres vidéos, mais c'est dangereux parce que quand on met ses œufs dans le panier d'une autre plateforme, on n'a plus du tout la maîtrise sur les changements qui vont opérer. Et là, c'était pas tout à fait un changement, mais c'était la maîtrise des chiffres rapportés. Et d'autant plus que Facebook aujourd'hui enlève l'emphase qu'il mettait sur la vidéo il y a 1 an. C'est une décision, tout à coup, hop, voilà, et tous nos plans sont contredits par ce qu'a décidé une autre plateforme. Donc c'est compliqué, quoi. C'est pas facile. On se rend compte, encore une fois, c'est pas nos amis. Ça paraît bête, mais on a longtemps perçu ces plateformes comme étant des facilitateurs pour les médias, des moyens de toucher beaucoup de monde. Et c'est vrai, mais de capitaliser à 100% auprès d'eux, c'est peut-être un petit peu dangereux quand même. Mais c'est ça, oui, non, mais c'est ça qui est important, c'est que bien sûr, quand on dit c'est pas nos amis, bon ensuite nos amis ou pas nos amis, c'est un petit peu, c'est caricatural de présenter les choses comme ça, mais c'est pas la solution ultime. Et c'est des outils qu'il faut utiliser, mais c'est certainement pas des outils qui vont proposer une solution qui va résoudre tous nos problèmes, parce qu'ils vont en poser d'autres. Donc bref, effectivement, sujet intéressant. Peut-être une toute petite note sur Lyft, donc le concurrent d'Uber, qui propose désormais, on en avait déjà parlé à un moment, je crois, un pass All Access. Pour $300 par mois, on peut faire 30 courses Lyft qui coûtent jusqu'à $15 chacune. C'est une sorte de carte orange du Lyft, avec ses
ces limitations, hein, c'est peut-être des nouveaux types de business model peut-être, pas tout à fait, d'offres que peuvent proposer ce type de service. Je crois qu'on est vraiment au début de tout ça et qu'on va voir de plus en plus de moyens ou de méthodes d'utilisation de ces services qui vont aller remplir les besoins de chaque niche de la société. Parce que ça, finalement, ça peut être utilisé d'une certaine manière. Si on utilise beaucoup ces trucs-là, bah, ça fait un abonnement au taxi, avec des limites évidemment, mais un abonnement à ce type de taxi qui peut être utile pour certains, quoi. Ouais, je suis pas certain que ce soit beaucoup plus cher et moins intéressant pour beaucoup d'entreprises que effectivement des abonnements à des sociétés de taxi où il y a peut-être encore plus de contraintes. Je me rappelle d'ailleurs que c'était justement dans un rendez-vous tech où tu m'avais invité que Uber annonçait grosso modo ce type de souscription. Donc l'histoire se répète. Alors moi je suis pas plus intéressé qu'avant, mais je pense effectivement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressées par ce genre de service. Peut-être même certains types de populations qui peuvent être intéressées par ces abonnements-là. Et c'est intéressant de voir ça effectivement foisonner. Tu as raison dans le sens où la mobilité, c'est vraiment un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur et qui va être profondément bouleversé dans les années à venir. Ça, c'est clair. Ouais, et je suis curieux de voir quels autres types d'offres ils pourraient faire pour des gens qui sont, je sais pas, des indépendants sur Paris, par exemple, qui vont de rendez-vous en rendez-vous. Bon, c'est très parisien comme vision, mais c'est à eux que ça s'adresse finalement. Tout à fait, ouais. Bon, faisons une petite pause avant de passer à nos news et nos rumeurs pour parler de Patreon, un autre type de désintermédiation du business de la création de contenu. C'est l'outil que j'utilise pour me permettre de financer le Rendez-vous Tech. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous allez sur le site patreon.com/rdvtech et vous choisissez le montant que vous voulez donner par épisode, le montant d'un café, le montant d'une bière, un petit dollar, 2 petits dollars tout simplement. Vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. À la fin du mois, le site calcule le nombre d'épisodes qui ont été publiés, vous débite de la somme totale et vous avez contribué au Rendez-vous Tech, vous avez contribué au financement du Rendez-vous Tech et vous avez permis que nous n'ayons pas besoin de publicité dans votre émission. On n'est pas interrompu par la publicité. Bon, on est interrompu par le petit laïus sur Patreon, mais c'est quand même beaucoup plus sympathique, vous en conviendrez. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire pourquoi Collier a choisi de soutenir l'émission. Collier qui est l'un des patriotes qui financent le Rendez-vous Tech. Collier nous dit « Je ne supportais plus la radio au volant, j'ai donc commencé à écouter les podcasts sur les sujets qui m'intéressaient de temps en temps. Puis avec le temps, la radio a été entièrement remplacée par les podcasts dans mes déplacements, dont les plus attendus sont le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu. Ah, très bien d'inclure le Rendez-vous Jeu là-dedans. Et après 6 mois d'écoute et tes relances incessantes pour devenir patriote durant les émissions, vous voyez que ça marche. J'ai franchi le pas avec enthousiasme car tu m'as sauvé de la morosité radiophonique française. Merci, merci à toi Collier et merci à tous ceux qui choisissent de faire ce petit pas vers un monde meilleur. Oui, j'ose le dire, car c'est un monde où vous choisissez vous-même comment vous allez financer votre contenu, le contenu qui vous plaît. Donc, si pour vous aussi, vous vous rendez compte que les podcasts, vous les attendez tous les débuts de semaine, vous attendez ce moment avec un tout petit peu d'impatience, vous dites « Ah, c'est cool, il y a un Rendez-vous Tech qui arrive, je vais passer une bonne petite heure dans les transports. » Eh bien, vous pouvez aller, vous aussi, sur patreon.com/rdvtech, ça prend 2 minutes et ça compte beaucoup. Merci à vous tous. Et moi, je rebondis sur ce que dit Collier, parce que justement, si vous êtes en train d'écouter le Rendez-vous Tech ou que vous écoutez même des podcasts de manière générale dans votre voiture et que vous n'êtes pas encore un patriote du Rendez-vous Tech, eh bien, ça vaut le coup, à mon avis, justement, d'arrêter le podcast pour une journée, d'écouter la radio. Et effectivement, Collier a raison, c'est devenu insupportable. Non, mais on en rigole 2 minutes, mais la fréquence de publicité sur la radio est devenue caricaturale. À la télé, on n'a pas ça, quoi. Et vraiment, à la radio, c'est devenu infernal. Et là, vous serez convaincu après votre journée d'écoute de radio, à mon avis, qu'il faut supporter avec Patreon, à mon avis. Écoute, je pense que c'est une bonne initiative, une bonne expérience. Faites-la, allez essayer d'écouter la radio et puis vous verrez si vous voulez soutenir ou pas l'émission. Bon, on continue avec les news et rumeurs. Et donc, ce Huawei Mate 20 Pro
qui est un petit peu le téléphone ultime. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme technologie cool qui a le vent en poupe en ce moment? Il y a les capteurs d'empreintes digitales sous l'écran. Il y a plusieurs caméras à l'arrière du téléphone. Il y a le chargement sans fil dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut avec ce téléphone charger un autre appareil qui se charge sans fil. On a un écran de 6,4 pouces OLED, une batterie de 4200 mAh. Enfin, on a tout, quoi. C'est le téléphone ultime, en fait. J'ai l'impression, ce Mate 20 Pro. Il a même une encoche. C'est-à-dire si jamais il est dans l'air du temps. Mais alors, tiens, au passage... Par contre, je crois pas qu'il fasse la reconnaissance faciale, hein. Je me trompe peut-être, alors, mais... je crois que si. D'accord. Justement, pour le Mate 20 Pro, pas le Mate 20 tout court. Justement, c'est pour ça qu'il a aussi une encoche avec les capteurs qui vont bien. Sauf que dans les dernières news là que j'ai vu passer, il semblerait quand même que cette reconnaissance faciale s'est fait berner par deux visages très similaires, notamment de deux journalistes de la même boîte qui se ressemblent beaucoup. Ça, c'est une anecdote assez marrante. C'est que dans je sais plus quel est le média, c'est Android Pit, l'équipe allemande. Ils ont deux journalistes qui se ressemblent énormément et pourtant ils sont pas frères jumeaux, hein, mais ils ont réussi à berner la reconnaissance faciale. Donc il faut la mettre je crois en perspective, quoi. Dans beaucoup de téléphones qui implémentent la reconnaissance faciale, ils l'implémentent comme mesure pas vraiment de sécurité, mais comme mesure de praticité, de convenience. Oui. Pour le débloquer facilement, c'est pas le truc qui est vraiment sécurisé. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus de sécurité, il faut utiliser soit l'empreinte digitale, soit le code. Mais oui, effectivement, c'est bon de le préciser aussi. Et j'ai l'impression que personne n'a finalement réussi à égaler Apple sur la fiabilité de la reconnaissance faciale, en tout cas. C'est vrai tiens, que juste un dernier mot. Oui. Excuse-moi, juste un dernier mot, puisqu'il y a quand même le Kirin, la 980, qui n'est pas un fromage pour enfants, mais qui est bien le nouveau processeur dans ce Mate 20 Pro, et qui, a priori, était annoncé comme étant un processeur capable de beaucoup de puissance. Il semblerait quand même que sur les premiers tests, alors au Kikimeter, hein, là où on compare un peu les performances des processeurs, ils traînent un petit peu plus la patte que prévu, donc il n'est pas non plus lent, mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, donc il y a peut-être de l'optimisation à attendre. Ouais, ils espéraient qu'il soit plus performant que le Snapdragon 845, qui était le gros processeur de cette dernière année. Et bon, clairement, mais il est en 7 nanomètres, donc peut-être qu'il consomme un peu moins d'énergie aussi, ça peut jouer. Amazon a annoncé un Kindle Paperwhite, la version haut de gamme, entièrement étanche. Donc, si vous voulez lire, bon, c'est un petit peu tard pour les vacances. Encore que toi, tu pars, tu es en vacances maintenant. Si tu es au soleil et à la piscine, c'est peut-être le moment. Mais un Kindle donc étanche à $129. Je suis pas sûr qu'il soit déjà disponible en Europe, mais bon, donc la gamme Kindle continue. Hein. C'est toujours. Oui, pardon. Il me semble qu'il est en précommande, non? En France, je sais plus. Oui, c'est possible. Avec la réduction Amazon. Ils ont une longueur d'avance quand même, Amazon, hein, avec les Kindle, je trouve, quand on compare avec les autres liseuses. Alors, il y a d'autres liseuses, effectivement. On pense à Kobo, qui est en partenariat avec la Fnac. Je crois que le partenariat continue. Mais clairement, ils sont le gros acteur dans ce domaine, oui. Et c'est intéressant de voir qu'ils continuent à sortir des nouveaux modèles. On sent qu'il y a un petit peu moins de dynamisme dans ce marché qu'il y a quelques années, parce qu'on est un petit peu peut-être arrivé à jusqu'à ce qu'on ait des écrans un petit peu plus tactiles, peut-être. Et encore, ça sert pas forcément dans tous les cas. Mais c'est intéressant de voir que leur modèle haut de gamme et coûte seulement 100-150 euros et il commence à être en vente il est en vente le 7 novembre. Donc effectivement, c'est peut-être un bon cadeau de Noël pour certains. Et entre parenthèses, puisqu'on parle d'Amazon, aux États-Unis, ils ont aujourd'hui 97 millions d'abonnés Amazon Prime. Et ça continue à croître, même si ça croît moins vite. Ils ont cru de 8% sur l'année dernière quand même. Et il faut savoir que les abonnés Amazon Prime, aux États-Unis encore, dépensent $1 400 par an sur Amazon, contre 600 pour les gens qui ne sont pas abonnés à Amazon Prime, ou Premium en France. Alors évidemment, quand on utilise beaucoup Amazon, on finit par s'abonner à Amazon Prime, c'est normal. Mais la différence est quand même frappante, quoi. C'est plus du double de l'argent dépensé quand on est abonné à Amazon Prime. C'est mécanique, mais c'est intéressant à noter.
Impressionnant. Et au passage, alors c'est tout à fait perso et c'est très empirique, c'est pas une étude à large échelle, c'est juste dans mon entourage encore une fois. Mais j'étais surpris il y a quelques années quand quelqu'un était aussi abonné à Amazon Prime et désormais je suis même plutôt étonné quand des personnes dans mon entourage n'y sont pas abonnées. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont abonnées, ça devient vraiment impressionnant. Ouais. Bah, tu sais que moi qui passe beaucoup de temps en Finlande maintenant et qui donc n'ai pas le choix je n'ai pas la livraison gratuite Amazon Prime, Amazon Premium, je garde quand même mon abonnement parce que c'est suffisamment bon marché et que le simple fait d'avoir accès aux séries de Prime Video, bah ça me suffit pour me dire bon ça, et en plus quand je suis en France ça me sert aussi, mais c'est vraiment cette approche de bah il y a tellement de trucs, tellement d'avantages que ça vaut le coup de rester abonné, quoi. Il y a ça, c'est l'un des trucs que je mentionne, mais il y en a d'autres aussi. Bien sûr. ARM, puisqu'on parlait de processeurs, alors ARM, pour que les gens comprennent, ce sont ceux qui font les designs des processeurs qu'utilisent la plupart des constructeurs dans les téléphones mobiles. Ils font des designs de processeurs et ensuite ils vendent les designs qui peuvent être implémentés de cette manière ou modifiés par les constructeurs qui ont acheté le design pour les implémenter dans leur téléphone mobile. La raison pour laquelle ils sont implémentés dans les téléphones mobiles, c'est qu'ils sont très très bons pour faire des processeurs qui consomment peu. Contrairement à Intel, qui fait essentiellement des processeurs de gros ordinateurs, qu'ils soient portables ou de bureau, et qui a essayé de faire concurrence à ARM dans le domaine des processeurs faible consommation, qui n'a pas vraiment réussi. On parle toujours d'Intel là, mais donc ARM s'est dit puisque nos processeurs sont très utilisés dans les téléphones mobiles, on ne les fabrique pas, ceux-là, on fait juste les designs, eh bien, on pourrait peut-être s'intéresser à d'autres domaines pour essayer d'aller rentrer en concurrence, là, pour le coup, avec Intel, sur d'autres marchés. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que il y a énormément de tentatives et même d'implémentations qui sont faites d'utiliser ces processeurs qui consomment peu dans les fermes de serveurs. Et donc, ils se sont dit, on va designer des processeurs spécifiquement dédiés aux fermes de serveurs et les fabriquer nous-mêmes, si je ne m'abuse, dans ce cas précis, pour construire des processeurs qui soient efficaces pour les serveurs aussi. Et étant donné qu'il y a déjà des tentatives qui sont faites pour utiliser les processeurs ARM tels qu'ils sont designés pour les téléphones mobiles dans ces fermes de serveurs, il est tout à fait probable que des processeurs un petit peu améliorés et dédiés à une utilisation toujours branchée et qui ne doit pas se conserver la batterie d'un téléphone mobile, deviennent une alternative sérieuse aux processeurs Intel ou même AMD qu'on voit jusqu'ici. C'est vraiment intéressant de voir à quel point la montée en puissance des processeurs mobiles est en train de s'immiscer dans d'autres domaines aussi. On peut imaginer que ça pourrait arriver même sur des appareils de type ordinateur classique. Si on sait que Apple est possiblement en train de travailler à l'idée de faire tourner ses ordinateurs sur processeurs ARM, certains en tout cas, pour avoir moins de consommation. Donc là, dans le domaine des serveurs, chez lesquels l'électricité est une préoccupation importante, eh bien, ça pourrait donner quelque chose. Ouais, c'est l'analyste, le voyant Apple, Ming-Chi Kuo, qui est toujours bien renseigné, qui prévoit qu'effectivement les Mac toutes ARM devraient arriver 2020 ou 2021. Alors, encore une fois, c'est de la rumeur, c'est pas du tout une annonce. Mais ce qui est impressionnant, c'est la progression des puces aussi ARM là, qui sont planifiées pour arriver à une cadence annuelle où tous les ans, il serait 30% plus rapide. Donc, on n'est pas sur la loi de Moore, mais enfin, quand même, à l'époque où on est, c'est des progressions assez incroyables. Et quand on dit qu'Intel se repose sur ses lauriers... 30%, on y est. Oui, non, c'est sûr qu'Intel a du souci à se faire. Et 30%, par an, on est dans la loi de Moore, puisque la loi de Moore, c'était doublé tous les ans et demi. Ah, oui, bon, on n'y est pas tout à fait. T'as raison. Pas tout à fait. C'est presque ça, en tout cas. Mais déjà, les processeurs, certains processeurs de mobile, et notamment ceux des iPhones, mais ceux des Android sont pas loin derrière, sont déjà aussi puissants que certains, sur le papier, à froid, en puissance brute, sont déjà aussi puissants que certains ordinateurs classiques. Donc, surtout des portables qui sont un peu moins puissants que les ordinateurs de bureau. Mais il n'empêche, on arrive dans le même domaine, dans le même ordre de grandeur. Donc oui, c'est tout à fait envisageable.
Andy Rubin, qui est le papa d'Android et qui avait essayé de relancer l'année dernière un nouveau téléphone sous Android avec sa société Essential, a malheureusement dû renvoyer 30% de sa force de travail, ce qui est notable parce que ça dit quelque chose sur l'état du marché des téléphones mobiles aujourd'hui. On est vraiment dans un domaine où même un téléphone très bien conçu par le papa d'Android, a du mal à se faire son trou. Alors ensuite, il y a des partenariats commerciaux qui sont importants aussi, et peut-être que Essential n'a pas su trouver les bons, ou n'a pas pu trouver les bons, parce que c'était une petite start-up. Mais voilà, ils se reconcentrent, on en avait parlé la dernière fois, sur d'autres types d'appareils, mais le fait qu'ils doivent déjà se resserrer au niveau de leur équipe et de leurs équipes, c'est notable, quoi. C'est d'autant plus dommage que l'Essential Phone, le premier, là, il était... c'était une super proposition, quoi. En tout cas, sur le papier, au-delà du prix, c'était vraiment un super produit. Ouais. C'est vrai qu'il était un peu cher pour ce qu'il faisait. Et il était un peu cher, et puis il avait rien de fou par rapport... Il était bien designé, mais il n'était pas fou par rapport aux autres téléphones qui étaient parfois un petit peu moins chers. Donc, marché Android compliqué. Netflix, ils ont tout l'argent du monde, eh bien sachez qu'ils le dépensent, et ils en dépensent encore plus que ce qu'ils ont. Ils prévoient d'avoir 3 milliards de dollars de négative cash flow. Alors je crois que ça veut dire qu'ils vont dépenser plus qu'ils ne rentrent, si je ne me trompe pas, sur 2018 et 2019, toujours pour continuer à recruter de plus en plus d'abonnés. C'est intéressant de voir que Netflix, dont on pourrait se dire, et je crois que c'est peut-être une différence de vision des business qu'on a aux États-Unis, dans la culture des startups et peut-être en Europe, on pourrait se dire, Netflix c'est bon, ils sont établis, ils sont tranquilles, tout va bien pour eux, ils n'ont plus besoin. Là, ils peuvent se reposer et amasser l'argent. Eh bien non, ils continuent à être très inquiets pour leur avenir et à dépenser autant d'argent qu'ils peuvent pour continuer à recruter du monde. Je pense que c'est parce qu'ils voient arriver les gros studios avec leurs offres concurrentes, notamment Disney, évidemment, mais d'autres aussi. Tout le monde est en train de se dire, OK, maintenant on a compris, il va falloir qu'on s'y mette tous, et donc Netflix prépare cet avenir turbulent, quoi. Et même Apple, quand on voit la force de frappe qu'ils ont pu avoir pour la musique en ligne et qui fait furieusement concurrence à un acteur comme Spotify, je pense que tout ce que Netflix pourra mettre de côté avant que les autres arrivent, ils seront contents de l'avoir, ça c'est clair. Oui, c'est sûr. En matière d'abonnés, oui, ils peuvent recruter. Oui, en matière d'abonnés, pardon. Oui, non, t'as raison, parce que à partir du moment où il y aura Disney, la Fox, bon, ils ont racheté la Fox, donc OK, Disney, Sony, Apple et d'autres peut-être, et Amazon qui continuent à augmenter leur offre. Oui, là, ils étaient en avance, mais ça veut pas dire qu'ils ont gagné. C'est même pas une guerre, c'est un conflit éternel. Donc, mais c'est marrant de voir qu'ils continuent à dépenser autant, quoi. Tu te souviens du Facebook Portal, cette enceinte avec écran connecté, cet écran connecté indépendant? En fait, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines quand il l'annonçait, c'était la semaine dernière je crois, il disait « Ne vous inquiétez pas, on ne va pas du tout utiliser les données qu'on va obtenir avec l'écran connecté pour vous traquer, pour vous servir de la pub. » Eh bien, devinez quoi? En fait, si sommes-nous vraiment étonnés? En fait, c'est intéressant parce que c'est la question était peut-être mal posée ou on va dire mal comprise parce qu'en fait, il n'y a pas de pub sur l'appareil lui-même, sur le portal. Il n'y a pas de pub qui s'affiche. Donc, les données ne sont pas utilisées pour afficher de la pub sur le portal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas utiliser les données qu'ils vont avoir sur vous grâce au portal pour agrémenter votre profil d'utilisateur qui va ensuite être utilisé pour vous servir de la pub sur les autres propriétés de Facebook. Donc, bon, pas très surprenant, mais... En fait, c'est une grosse erreur de com', cette histoire, parce que je suis à peu près persuadé qu'évidemment...
enfin, je sais pas, j'enfonce peut-être une porte que je crois ouverte, mais qui en fait est fermée. Mais j'ai quand même le sentiment qu'ils vont pas espionner nos conversations, écouter quand je fais une discussion avec Patrick Béja à propos des prochains produits qui vont sortir. Je suis pas certain que c'est ça qu'ils vont utiliser, mais c'est plutôt les données de connexion entre les gens, d'une personne à l'autre, de combien de temps on s'appelle, à quelle fréquence, à quelle date, et avec qui. Et finalement, ça donne énormément d'informations, surtout si on recoupe avec d'autres choses sur Facebook. Et bon, finalement, ça, est-ce qu'on peut être vraiment étonné et vraiment leur reprocher d'utiliser ça à des fins in fine publicitaires? Je suis pas certain. Mais le doute est installé auprès du grand public et ça y est, je pense que tu demandes aux personnes en bas de la rue ce qu'elles en pensent et elles seront persuadées que Facebook écoute nos conversations et si on parle de vacances, qu'ils vont nous recibler derrière avec des publicités pour des voyages en vacances. Je suis sûr que c'est la perception, quoi. C'est un petit peu une légende urbaine. Je crois que elle a la vie dure, mais je pense que si on est un tout petit peu sérieux, c'est pas ça qui est préoccupant avec ce type d'appareil. D'ailleurs, si vous voulez écouter nos conversations, ils pourraient le faire avec les appareils qu'ils ont déjà dans les poches de tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est déjà fait. mais c'est plus effectivement les données de contact avec les personnes avec lesquelles on va parler, peut-être savoir quand vous vous réveillez, quand vous allez vous coucher, ce genre de choses. Encore que on pourrait peut-être l'avoir aussi avec les apps qu'on utilise sur nos téléphones mobiles, mais c'est encore plus de ce type de données. À mon avis, c'est pas du tout écouter de quoi vous parlez dans vos conversations. Ça serait un petit peu trop gros, je crois, et ça serait un moment où Facebook est sous les feux des projecteurs. C'est pas le genre de choses sur lesquelles ils prendraient des risques. Et en plus, ça se verrait s'ils transmettaient ce type de données depuis ces appareils-là, ça serait tout de suite gros parce que tu verrais qu'ils envoient des données à leur serveur. Donc non, effectivement, c'est pas de ce type de données-là qu'on parle. Mais finalement, c'est un peu. Pardon, c'est un peu. Je vais pas plaindre Facebook, mais c'est compliqué pour eux de dire qu'ils n'utilisent pas nos données parce que évidemment c'est leur business model et ensuite les données sont toutes mises en commun dans une sorte d'énorme gloubi-boulga commun que. Oui, ils pourraient isoler le portal, mais vous vous connectez avec votre compte Facebook, donc vous faites des appels. Donc, ça serait un petit peu même artificiel de dire ah bah non, celles du portal on va pas les utiliser, mais on utilise les données de tout le reste. Ils vont pas prendre des photos, ça non, ou écouter le micro, mais les données qui sont déjà là, évidemment qu'elles vont être utilisées. Ça fait partie du profil et ensuite le profil part dans des algorithmes dont on sait même pas forcément exactement ce qu'ils font. Donc évidemment que ça risque d'être et eux non plus peut-être. Donc évidemment que ça risque d'être utilisé, mais c'est très compliqué. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse un jour un épisode spécial sur le marketing et comment sont utilisées toutes ces données et comment ça fonctionne et comment la pub nous est servie. Peut-être. Clin d'œil, clin d'œil. Passionnant ça. Oui. Juste un mot pour dire, enfin pour moi tu as dit un truc clé, c'est que l'application Facebook, je suis pas certain qu'elle soit vouée à être installée par de plus en plus de monde. C'est une installation qui est c'est une application qui est très installée, mais on a commencé à voir des mouvements où le nombre d'installations de l'app Facebook diminue. Du coup, je trouverais ça logique de la part de Facebook de proposer d'autres produits qui permettent d'avoir des informations de connexion sur nous, qui complètent la fiabilité de l'information qu'ils arrivaient à avoir avec l'application Facebook qu'on a sur notre smartphone ou qu'on a plus. Du coup. Oui, non, tu as tout à fait raison. Et ils font ça, évidemment, avec un truc comme Portal. On sait qu'ils sont... Enfin, on sait. Il y a une rumeur selon laquelle ils travaillent avec une box, qu'ils travaillent sur une box qui ferait chat et télévision sur les télés. C'est peut-être un petit peu plus intéressant aux États-Unis, on en vend moins ici. Mais à vrai dire, tous ces outils, Facebook est tellement... critiqué pour ces questions de vie privée en ce moment. Je pense que Portal et même une box là, dans les années à venir, ça va pas énormément se vendre parce que tant qu'à faire, tu choisis un Amazon Echo ou un autre truc comme ça qui va aussi t'écouter, mais au moins c'est pas Facebook et tu fragmentes un peu ton ID, ton identité avec tous ces services. Peut-être que c'est un effort vain, mais en tout cas, je pense que certains pourront peut-être le faire.
Tiens, parlons très rapidement de Discord. Pour ceux qui aiment un petit peu l'industrie du jeu vidéo, Discord, donc, c'est un outil de communication spécifiquement dédié aux jeux et aux communautés de gamers. Et ils ont lancé leur magasin en ligne qui vient faire concurrence en fait à Steam. La raison pour laquelle je le mentionne, ils avaient déjà lancé le magasin en bêta en août dernier. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que ils ont des débuts un petit peu modestes, mais ils ont déjà, je crois, presque 200 millions d'utilisateurs. Quand je dis des débuts modestes, c'est en nombre de jeux qui sont disponibles dans leur boutique. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que tout le monde, tous les développeurs de jeux vidéo veulent avoir leur boutique en ligne pour différentes raisons, pour avoir une relation directe avec leurs utilisateurs, pour éviter de payer les 30% qu'ils veulent payer, qu'ils doivent payer aux boutiques quand ils passent par eux, etc. Donc, on a vu des boutiques Ubisoft, des boutiques, des applications Ubisoft, EA, etc. Mais je pense que là où Discord a une carte à jouer, c'est que comme Steam, qui est le gros acteur incontournable puisqu'il est là depuis longtemps, ils sont indépendants de différents éditeurs. Parce qu'évidemment, les éditeurs, chacun, ne veulent pas mettre leur jeu sur les boutiques des éditeurs concurrents. Là où ils veulent bien mettre leur jeu sur les boutiques indépendantes, comme Steam. Eh bien, Discord vient amener une alternative à Steam qui, elle aussi, est indépendante. Donc, je crois qu'ils ont une carte à jouer sur ce marché, même si on pourrait se dire « Ah, mais tout le monde a son store, ça y est, on est hyper... Enfin, on sait plus où donner de la tête, il faut avoir des jeux partout. » Oui, mais pour moi, Discord, qui a déjà énormément d'utilisateurs et que les gens utilisent déjà, est plus à même d'offrir une concurrence sérieuse à Steam que d'autres acteurs qui sont les éditeurs directement, je crois. En fait, y a que si je résume bien, il y a que deux acteurs de type magasin en ligne de jeux vidéo qui ne sont pas directement rattachés à des éditeurs. C'est Steam qui est déjà installé, Discord qui arrive, c'est ça? C'est ça. Alors il y a aussi Good Old Games qui est un autre acteur qui fait des jeux sans DRM, donc c'est un petit peu un paradis. Mais eux, ils ne s'appuient pas sur autre chose que le fait d'être une boutique, alors que Discord a cette force d'être déjà présent dans le cœur des gamers. Donc c'est ironique, mais Good Old Games, qui existe depuis bien plus longtemps, a à mon sens un impact moins grand que pourrait avoir Discord assez rapidement. Alors c'est encore que le début, justement à cause de cette popularité sur laquelle il s'appuie. Mmh. Dernier petit sujet, le remaniement touche également la tech, bien sûr, le remaniement du gouvernement. Alors, on va pas parler beaucoup politique, mais simplement pour vous signaler deux choses. D'une part, le secrétariat, comment il s'appelait, à l'action numérique de Mounir Majoubi, et disparaît, et en fait, il repasse sous Bercy. Donc, on n'a plus, il n'est plus secrétaire d'État. Le Mounir Majoubi, il passe sous Bercy, donc peut-être un resserrement des affaires à ce niveau-là. On peut comprendre le fait que ça passe sous les finances, parce que finalement c'est l'économie, donc peut-être que c'est cohérent, mais en tout cas, voilà, on peut en tirer ce qu'on veut. On n'a plus bon, pas tout à fait un ministère, mais un secrétariat d'État au numérique. Et l'autre chose à noter, c'est que le nouveau ministre de la Culture est Franck Riester, qui était le rapporteur de la loi Hadopi. Et la loi Hadopi est un grand défenseur de la loi Hadopi. Alors, on sait tous que... enfin, on sait tous. Si vous écoutez l'émission depuis un moment, la loi Hadopi n'est pas forcément dans mon cœur à moi, et je pense que la plupart des utilisateurs férus de tech voyaient tous les soucis que pouvait poser une telle loi. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est la loi qui dit que si on utilise un réseau de piratage ou si on télécharge des morceaux de musique ou des films, eh bien on peut avoir des amendes assez lourdes qui peuvent nous être imputées par la justice. Là où c'est une chose qui est importante de noter, c'est que à l'origine, les amendes et les sanctions pouvaient aller jusqu'à la coupure de la connexion Internet, et cet aspect a été retoqué et supprimé de la loi. Donc aujourd'hui, ça se limite à des amendes, même si elles peuvent être parfois importantes. Alors, je suis un petit peu
disons que si je veux être généreux et me faire l'avocat du diable, sur ce point de la nomination de Franck Riester au ministère de la Culture, je dirais que moi, ça m'effraie un peu à cause de son attitude par rapport à la loi Hadopi. Et en même temps, je peux comprendre qu'il est le champion de l'industrie culturelle française, sachant que l'industrie culturelle est quand on parle d'exception culturelle française, c'est vrai, on a un soutien par le gouvernement de l'industrie culturelle qui fait que le cinéma, la musique sont très importants en France, peut-être plus importants qu'ils ne le sont dans d'autres pays. Et donc, ils ont aussi des intérêts à défendre. Alors ensuite vient la question de est-ce qu'il vaudrait mieux faire des films que les gens vont voir plutôt que de soutenir des films que personne ne va voir. Est-ce que ce sont de meilleurs films qui sont plus primés et que les critiques apprécient plus? Ça, j'en sais rien, ça sort du domaine de la tech. Mais au niveau purement politique / industriel, économique, j'imagine que Franck Riester va défendre les intérêts, peut-être parfois de manière excessive, de l'industrie culturelle française contre ceux des intérêts, enfin contre ceux des géants de la tech. Donc, bon, je sais pas. Attendons de voir, quoi. Ouais. On va voir ce qu'il va donner. On va pas le caricaturer comme étant uniquement, effectivement, le rapporteur d'Adopi. On va voir ce qu'il va faire, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est vrai que souvent, on a ce type de lois qui sont compliquées à évaluer et souvent critiquées par le côté tech des choses. On a un autre exemple, celui de la taxe sur la copie privée qui a grossi aujourd'hui. Ça représente une partie non négligeable du prix que vous payez sur, par exemple, votre téléphone mobile. Dès qu'il y a un disque dur, en quelque sorte, un espace de stockage, il y a une partie, en fonction de la taille de l'espace de stockage, une taxe qui est apposée qui va à aux autorités de financement de la culture. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, mais bon, c'est ce type de loi qui je sais pas d'ailleurs si Franck Riester réitérera ce genre de choses, mais ce que je voulais signaler, c'est que oui, nous, ça nous fait peut-être grincer des dents, mais il est peut-être un champion de l'industrie de la culture française. Voilà. Ensuite, on en fait ce qu'on veut. Juste un mot peut-être pour rebondir, hein, parce que le gouvernement là qui fait disparaître la notion de numérique. Alors bon, avec ce que tu citais sur Moundir Majoubi, mais je trouve que finalement c'est un signe de maturité. Moi, quand il n'y a pas un ministre du numérique, c'est un peu comme ces entreprises qui ont encore un service digital. Finalement, quand tout ça est réparti dans toute l'entreprise, c'est peut-être plus simple plutôt que d'avoir une entité qui parle spécifiquement. Même si je sais qu'il y a des éléments qui concernent spécifiquement le numérique et comme on dit le digital, mais voilà, je trouve que c'est aussi bien quand c'est dilué un petit peu partout, à condition de ne pas l'oublier, quoi. Peut-être, oui, c'est possible. Et puis évidemment, les entreprises ont absolument besoin de services qui gèrent les doigts des employés, hein. Le service digital, on est d'accord. Ah, moi, je suis un peu le mauvais troublion parce que je défends un peu ce terme, moi, tu sais, je suis un peu le défenseur. Oups, pardon, tu t'es mis en attente, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, les auditeurs l'ont pas forcément entendu, mais tu as été coupé. Pourquoi ? C'est ton téléphone qui se retourne contre toi, c'est ça ? C'est le temps d'usage des réseaux sociaux qui a été dépassé à cause de Skype. Mon Dieu, que j'ai honte. Donc, tu as mis une limite d'utilisation sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et donc là, tu es arrivé à la limite parce que Skype fait partie des réseaux sociaux, évidemment. Évidemment. Et j'aurais dû le définir comme étant une exception. Que c'est mal fait. Oh, quelle honte. Mais donc, tu disais que tu défendais l'usage de digital au lieu de numérique. Oui, je trouve qu'en fait, en gros, quand on échange au quotidien, les gens comprennent bien que digital, même si la racine française est celle du doigt et que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, je pense qu'aujourd'hui, les usages s'imposent un petit peu par eux-mêmes. Et finalement, si tout le monde aujourd'hui tombe d'accord pour dire que digital, ça peut aussi évoluer aujourd'hui comme étant une signification numérique, est-ce que c'est si grave au fond ? Oui, je connais les origines, mais j'aime bien défendre les usages. Non, mais je comprends. Les langues évoluent, les langues changent, et les langues sont vivantes. C'est pour ça que ce sont des langues vivantes. Donc oui, je comprends aussi. Bon, tu sais qui d'autre est vivant ? Apple qui a envoyé une invitation pour le 30 octobre pour annoncer des choses. Alors, on se doute un petit peu de ce qu'ils vont annoncer, des iPads et des MacBooks. T'es un petit peu un spécialiste Apple. Est-ce que tu sais ce qui va arriver à cette conférence ?
Spécialiste, j'en sais rien. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Je suis un fanboy, moi. Je suis dans la catégorie des fanboys. Un iPad Pro, a priori, un peu plus borderless qu'avant, avec Face ID. Ça, c'est une quasi-certitude. Surtout, à mon avis, un gros élément, c'est que ça va être la première fois, a priori, que des appareils iOS, donc l'iPad Pro, va être équipé d'USB-C à la place du Lightning. Est-ce que c'est est-ce que ça sera à la place ou avec les deux? Ah, bonne question. Moi, je pense que ce sera à la place, mais on verra bien sûr. Un nouveau stylet, voilà, sans doute les puces qui ont été présentées pour les 10S qui sont bien plus rapides pour les iPads. Et puis des rumeurs, hein. Il y a des rumeurs de nouveaux MacBook, a priori 13 pouces, des nouveaux, pourquoi pas, Mac Mini, on peut rêver. Ouais, des nouveaux Mac Mini, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. Et puis le nouveau MacBook, ça serait peut-être un nouveau Air, mais avec le format du nouveau MacBook, qui est plus tellement nouveau, mais donc le très très fin, encore plus fin que le Air. Donc un redesign du MacBook Air peut-être. Bon, on en saura un petit peu plus dans une semaine à peine. Donc on vous en parlera début novembre, très certainement. Et entre parenthèses, OnePlus avait une conférence le 30 octobre pour annoncer son OnePlus 6T. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont décalé, ils ont avancé leur présentation d'une journée. C'est un bon choix, je pense. Oui, je pense que c'est un bon choix. J'ose même pas imaginer la tête de l'organisateur de l'événement du 30 octobre chez OnePlus, qui a tout booké, qui a tout fait, et qui voit arriver les invitations. Bonjour, Apple vous invite à l'Académie de musique de New York pour vous parler de ces trucs le 30 octobre. Vite, appelez tout le monde, on décale. Forcément. Et bien sûr, il faut le faire avant. Parce que si tu peux pas le faire un jour plus tard, là plus personne va t'entendre. Donc un jour avant, t'as encore un petit peu de chance. Et entre parenthèses, dernière note avant qu'on conclue l'épisode, Tim Cook a demandé le retrait de l'histoire de Bloomberg dont on avait parlé il y a 2 semaines sur l'histoire de la puce espion, vous savez, qui était sur certaines cartes mères. Il a demandé le retrait de cette histoire officiellement, ce qui est quand même notable parce que en plus de leur déclaration très forte du fait qu'il niait les allégations de Bloomberg, là, il y a eu une demande de retrait, ce que ne fait jamais Apple, et ce que sans doute Tim Cook ne ferait pas s'il n'était pas sûr de son coup. Donc, en plus de ça, on n'a pas encore vu de carte mère avec cette fameuse puce, qui, si elle avait été produite par milliers, peut-être qu'on aurait pu la trouver. Donc, je commence à me dire... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui n'est pas tout à fait juste enfin, je pensais déjà qu'il y avait peut-être un angle d'attaque différent dans l'histoire de Bloomberg, mais là, ça commence à presque, pas se confirmer, on ne sait toujours pas, mais on commence à se dire il y a un truc qui colle pas, quoi. Donc, bon, voilà, je voulais le mentionner quand même. Quand on fait l'écho quand même, d'ailleurs vous en parliez très clairement avec Cassim dans le dernier épisode, je trouve que quand même quand on creuse un peu le sujet, moi je trouverais ça presque très cohérent avec les faits que Bloomberg se soit fait totalement désabuser par une espèce de grosse campagne de désinformation. Ce serait sans précédent qu'un journal soit autant influencé par de fausses informations, mais tu sais, à l'heure des fake news, des infox, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là, que la direction des journalistes de Bloomberg ne soit pas fait complètement berner par toute une histoire qui aurait été... au moins influencé, quoi, tu vois. Je sais pas s'il y a un équivalent dans l'histoire journalistique. Peut-être, je suis pas un spécialiste, mais moi ça me paraît compliqué quand même avec 17 sources différentes de pousser ce truc et enfin. C'est sûr. Mais bon, bref, je suis sûr qu'on en reparlera à terme. On aura l'occasion de continuer à développer cette histoire ici ou là. À suivre. Eh bien voilà, donc c'est la fin de notre épisode. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver s'ils veulent un petit peu plus de Guillaume Vendée ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation, Patrick. On me retrouve sur guillaumevendée.fr où il y a des liens vers à peu près tout ce que je fais, notamment Tech Café, qui est un autre podcast sur la tech hebdomadaire où je n'apparais pas toujours en ce moment, paradoxalement, puisque je suis beaucoup en déplacement. Et puis une fois par mois, dans Real Life, une émission pour améliorer son quotidien. Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y trouver en train de tweeter des choses intéressantes et des photos du coin paradisiaque où je suis en ce moment. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez aller y commenter les histoires dont on a parlé, nous dire si on a dit des choses intéressantes ou au contraire, si vous avez des avis complètement divergents avec les nôtres, n'hésitez pas à venir nous le faire savoir.
et vous retrouverez en même temps sur ce site ou sur votre app de podcast le rendez-vous jeu. Vous savez que c'est la période des grosses sorties de jeux vidéo en ce moment, donc si vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui est intéressant, eh bien vous pouvez le faire avec le rendez-vous jeu. C'est toutes les 2 semaines et c'est un bon moment également passé ensemble, et on parle d'à peu près tous les jeux du moment. On en parle longuement et avec passion, on va dire. Et bien sûr, vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous savez que le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller, si vous appréciez l'émission, si, comme on en parlait tout à l'heure, vous vous dites que c'est quand même un petit peu mieux ou un petit peu plus sympa que les autres alternatives qui vous sont proposées, si vous êtes content quand vous voyez qu'il y a un rendez-vous tech dans votre app de podcast qui est arrivé chaque semaine, eh ben pensez-y peut-être, allez sur patreon.com/rdvtech et vous verrez, ça prend 2 minutes chrono, montre en main, et vous serez un fier patriote de l'émission. Merci à vous tous, on se donne rendez-vous dans... Oui, pardon, Guillaume, non, excuse-moi, non, je souriais en imaginant encore les gens qui allaient peut-être écouter la radio pour se convaincre qu'il fallait qu'ils soutiennent les podcasts. Ton sourire était tellement large qu'on l'a entendu dans le micro, dis-moi. Je m'en excuse. Bon, merci en tout cas Guillaume, merci à vous tous de nous avoir écoutés, et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.